toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Hier on a eu la publication de Tesla et Microsoft. C'est variant, on va dire Microsoft franchement pas bien vendant et je comprends pas encore une fois comment ça va pouvoir nous maintenir dans cette jolie petite bulle hors du temps dans laquelle nous sommes actuellement. Mais c'est la réalité actuelle. Pour l'instant, ça semble se maintenir, en tout cas pas d'effondrement spéculatif. Pour Tesla, c'est plutôt bon, on va pas se mentir. Maintenant, encore une fois, les bons résultats sont déjà dans les chiffres. Donc, est-ce que ça peut aller encore beaucoup plus loin ? C'est là toute la question et moi personnellement je suis plutôt favorable à toujours être patient sur cette valeur là, attendre un timing d'achat. Maintenant achat oui mais beaucoup plus bas, probablement des prix divisés par deux me semble être les premières zones attractives, hein. Toujours pareil, moi j'accumule par palier, la zone des 180 que j'ai raté l'année dernière mais alors vraiment à peu de choses près, la zone des 360 que j'ai chopé cette année et donc je considère à peu près à ce stade-là que c'est à peu près vers la zone des 700, 750 que les prix deviennent éventuellement attractifs à racheter. Bref, donc Tesla, toujours pour moi beaucoup de patience. Ça n'est pas faire du FOMO, mais simplement attendre une opportunité intéressante, en tout cas plus intéressante pour s'y coller. Voilà. Allez, cela dit, on va quand même faire et essayer de faire l'exercice qu'on fera tous les matins. Je vais essayer d'aller vite, même si très sincèrement ce matin la conclusion ça va être que on va pas pouvoir faire grand-chose de plus qu'hier allez, bref, on va essayer de passer directement au graphique. Alors voilà le petit setup que je vous ai mis en place, vous verrez ça va être beaucoup plus sympa. Alors en fait, avant de passer au graphique, on va faire cette analyse un peu préliminaire, très rapidement, on fera toujours ça tous les jours, juste pour balayer l'intégralité des informations qui peuvent provenir analyse de tendance. En fait, là ce qu'on va regarder ici, ce que vous avez sur la gauche de l'écran, c'est performance relative, trimestrielle, mensuelle, semaine et une journée. Bon, vous voyez là, tout est vert, pas besoin de se poser la question. Normalement, dans ce type de contexte-là, en fait, ça permet déjà, par définition, d'éliminer la base du contexte. C'est-à-dire, quand on va faire que de l'intraday, on va pas nécessairement ici passer par les graphiques daily, on va aller très très vite. Surtout quand, comme par ici, voilà, tout est vert, donc c'est clairement tendance haussière. Ici, vous pouvez pas, en fait, dans un contexte pareil, obtenir la réponse tendance baissière sur des unités de temps daily, puisque là, vous voyez que c'est clairement tout vert pour tout le monde. Là, on regarde très vite fait à quoi ressemble la séance d'hier, enfin les séances du coup, puisqu'on regarde les trois indices principaux, le Dow Jones, Nasdaq et S&P 500. Ce qu'on voit hier, c'est que tout le monde suit à peu près la même musique, ce qui n'était pas franchement le cas les dernières semaines, si vous avez suivi un peu tout ça. Donc on commence à retrouver un petit peu la même musique pour tout le monde, ça clôture en hausse pour tout le monde, surtout sur la fin de séance. On voit bien là, cette petite pente un petit peu droite qui va chercher la clôture en haut hier. Donc toujours beaucoup d'optimisme, on va pas chercher à se leurrer. Moi personnellement, je cherche toujours des hauts de range et plus ça avance, plus je vois un marché qui ne colle absolument pas avec ces contextes-là. Donc j'attends tout simplement soit un changement radical de psychologie qui tenterait à valider le sommet de range que je recherche, soit tout simplement il faut invalider les plans et au bout d'un moment ça arrive. Hier on voit que la participation au marché est relativement globale, c'est pas un secteur en particulier qui a progressé beaucoup plus que les autres. Évidemment le secteur énergie, secteur défensif se fait démonter, ça c'est tout à fait logique. C'est le pari du moment, hein. Vous avez donc d'un côté par exemple Warren Buffett qui a très bien fait comprendre entre guillemets quelle était sa stratégie d'investissement. Eh bien, il garde pas mal de cash, il n'investit pas beaucoup, il conserve évidemment une exposition à des actions, hein, il n'est pas dehors, mais bien entendu de faire comprendre que lui, son dernier positionnement se fait plutôt sur un secteur défensif, une valeur énergétique avec peu de dettes, etc. Donc on voit que les investisseurs entre guillemets historiques ou en tout cas historiquement renommés sont plutôt sur la défensive. Et à côté de ça, évidemment, on voit toute la logique qui est apparue ces dernières années. Robinhood étant le dernier truc un peu foufou à la mode. Eux, par contre, il faut charger de la tech, toujours les mêmes, c'est tech, c'est l'avenir, etc., etc., etc. Peu importe le prix, ces valeurs seront toujours les demain, too big to fail. Et puis, évidemment, même si on y va à coup de spéculation, de produits dérivés et tout ça, eh bien, en tout cas, on y va. Donc, la smart money sur les dark pools, la dumb money sur les exchanges classiques, qui s'échangent les mêmes valeurs jour après jour, entre guillemets, on se la passe de main en main, on fait monter le prix, et on est toujours dans ce mécanisme-là, donc on fait vraiment très attention. Alors, on regarde les catalyseurs de la journée, alors c'est marqué en anglais, donc il faudra quand même un petit peu d'effort, mais bon, au moins la source provient tout du même endroit, puis j'ai pas trouvé un calendrier économique que je puisse intégrer là-dedans proprement. Donc on va garder celui-là. Initial claim, c'est les demandes d'allocation au chômage.
Donc en fait voilà, aujourd'hui chiffre du chômage et inventaire de gaz dont on a un peu strictement rien à foutre. Le seul gros catalyseur de la journée, hein, donc c'est vraiment celui-là à 8h30, donc avant l'ouverture américaine, à 14h30 pour nous. Ces chiffres du chômage, ça va être évidemment important, hein, puisqu'on a toujours donc d'un côté cette dichotomie, c'est-à-dire le monde qui veut voir la côté le bright side et tout ça, où vraiment on va regarder toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire on voit que le taux de chômage baisse même s'il est sur des niveaux historiques, donc on considère que c'est un bon chiffre, etc. Donc que les choses s'améliorent, certes elles s'améliorent, mais elles restent très fortement dégradées par rapport à ce qu'on avait ne serait-ce que 12 mois en arrière. Et par contre côté prix c'est pas la même. Donc évidemment c'est toujours ce même problème qui est tout simplement de dire en fait c'est surtout une hausse de la base monétaire qui conditionne la hausse des actions aujourd'hui, puisque l'économie elle est toujours un peu au ralenti. Voilà. Et on regarde très rapidos ici un petit coup très rapide, relative performance ici, juste pour ne pas oublier de regarder nos coins si jamais je vois un mouvement très fort. On suivra évidemment les bitcoins, mais pour l'instant je veux qu'on reste sur quelque chose de plus centré sur ces émissions là et essayer de rester plutôt S&P 500 comme d'hab. Ce qui est important ici c'est de comprendre la méthodologie qui est mise en place, pas juste de venir vous nourrir, prendre l'information et dire ok super il va trader là et là aujourd'hui donc j'ai rien à foutre, j'ai juste à ouvrir la bouche et on me donne la bectée. C'est vraiment pas l'intérêt de ces émissions. Maintenant, distiller du contenu éducatif dans des émissions d'un quart d'heure, ça va être fait de manière distillée jour après jour. Hein, voilà, je ne vais pas avoir le temps de rentrer fortement dans un secteur plus que dans une pédagogie plus qu'une autre. Bref, passons enfin à nos graphiques et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver là-dessus. Alors, hop, donc le problème c'est que j'ai perdu mes petites flèches bien pratiques pour dessiner, donc je vais devoir redessiner avec les outils de TradingView, ce qui n'est pas franchement le plus aisé pour moi, mais on va faire avec. Donc hier la partie sur les secteurs, on va pas analyser cette partie là pour l'instant, comme on l'a vu, la participation globale au marché hier plutôt bien répartie, hormis le secteur évidemment énergétique qui se contracte assez fortement, c'est un peu le seul hein, de toute façon, mais ce qu'on voit surtout c'est que c'est aussi celui qui avait l'idée parmi les jours précédents, donc en soi c'est pas la folie, hein, voilà, c'est plus de dire hier prise de bénéfices et retracement sur la partie secteur énergie, ce qui nous permet de comprendre voilà en fait pourquoi hier c'était le secteur sous-performant. Sur la partie corrélation des indices, on voit qu'on est plutôt corrélé, toujours le Nasdaq hein, qui essaye de tirer son épingle du jeu, mais on voit que lui se prend quand même une grosse patate, même chose que le DAX hein, qui sont généralement les indices assez risconnes, enfin qui sont pondérés avec des valeurs qui ont tendance à favoriser le risque. On voit bien que voilà, elles ont tenté franchement le coup en début de semaine et que ça commence déjà à se ratatiner un petit peu. En tout cas, on a une séance hier de prise de bénéfices sur ces valeurs à risque et par contre, ici, on sent plutôt que ça broute un petit peu aujourd'hui. Et la grande question, est-ce que c'est en vue d'une déchirade au sud ou bien tout simplement la latéralisation classique avant reprise des mouvements haussiers? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec le graphique. Et donc là, très rapidement, on fait le point ici en daily. Donc on refera l'émission hebdomadaire où je traite de ces time frames un petit peu plus longs ce week-end, bien que je risque de ne pouvoir l'enregistrer que dimanche parce que je serai absent ce week-end et je serai également absent vendredi matin, donc il n'y aura pas d'émission vendredi matin dans tous les cas. Mais bref, voilà, donc les time frame swing, probablement des invalidations, comme je vous le disais. Pour moi, les scénarios de range commencent de moins en moins à être viables, dans le sens où on est rentré dans le gap du coronavirus sur la partie cash. Je vais vous l'expliquer ici. Voilà, donc on est en train de trader dans la partie du gap du coronavirus, zone qui pour moi était garante d'un mouvement de range. Hein. Dans un range, on ne vient pas refermer les zones et les gaps d'éjection à la vente, tout comme le gap d'éjection aussi est ici. Hein. Voilà, normalement, ici, la clôture qui s'est faite là avec la réouverture le lendemain, c'est le garant en fait du mouvement où on n'ira pas plus bas. Donc tant qu'on reste au-dessus de ça, on n'est pas baissier, tant qu'on reste en dessous de ça, on n'est pas haussier. Donc le problème, c'est que là, on vient chercher des zones pour invalider la probabilité que ce marché ne soit pas haussier. Donc, pour moi, ça me gêne un petit peu. Encore une fois, je travaillais ces zones de range ici, de dire, tant qu'on est dans ces zones-là, c'est extrêmement vendeur parce que les ratios risque-rendement à la vente sont très intéressants. Force est de constater que malgré des prix très attractifs, les indices ne sont pas vendus. Toujours par ces fonds cosmologiques de rotation sectorielle, avec évidemment une poignée de valeurs qui
qui elles s'envolent littéralement, et tant qu'elles sont là, en fait, c'est elles qui nous tirent toujours un peu plus loin vers les résistances. Le reste de la cote, c'est vraiment rotation sectorielle après rotation sectorielle entre valeur de croissance et valeur refuge, et évidemment, donc on fait monter un petit peu tout le monde, et puis vous avez derrière ces 10 valeurs complètement folles qui tirent la cote toujours à la hausse. Donc, est-ce que tout simplement ici, on est en train de venir chercher un sommet de marché? On est clairement sur tout ce qu'il faut, hein, d'un point de vue cyclique. Ici, on voit bien que le cycle essaye d'être cassé, hein, c'est-à-dire on essaye d'instaurer une tendance haussière. On est en train d'essayer de casser le cycle vendeur en cycle hebdomadaire, hein, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que ça va être une réussite? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'on va se renfermer dans quelque chose de complètement stupide comme l'été dernier? On voit bien le cycle vendeur avait été complètement squeezé pendant quasiment un trimestre. Est-ce que c'est ça qui nous attend encore cet été et à la rentrée? C'est la grande question. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Je note tout simplement que je trouve ça stratosphériquement débile, mais en attendant, tant que la machine à bifton continue de cracher à plus en pouvoir, et ça continue, hein, là on a eu plan de relance européen, 750 milliards, on attend la même chose maintenant côté américain, donc c'est encore du pognon tout frais qui arrive dans les économies, bien entendu. Donc le marché s'approprie une partie de cette richesse, puisqu'elle va être de toute façon redistribuée dans l'économie. Donc c'est la grande question, est-ce que ça va encore durer longtemps cette histoire-là, et surtout est-ce qu'on va avoir au bout d'un moment un timing de retour sur des zones de prix plus intéressantes pour investir, ou si tout simplement eh bien c'était un investissement one-shot type V-bottom, l'opportunité de la décennie, comme l'appellent les traders Robinhood. Moi j'y crois pas, mais bon après évidemment il faut avoir des convictions, on ne peut pas trader contre ses convictions. Donc voilà, on rentrera dans tout ça ce week-end pour pas perdre plus de temps. On passe sur les graphiques qui nous intéressent un petit peu plus pour la partie intraday. On va rapidos en horaire. Ici, le constat pour moi est très simple. De toute façon, pas besoin ici d'aller chercher bien loin, même si je vous supprime les prix. Hein. Il suffit ici de regarder à quoi correspond ce genre de schéma. Et vous voyez bien que pour l'instant, hop, voilà, chaque contact qui se fait ici sur notre contexte est payé et ça ne renverse pas le contexte. Hein. On voit bien ici, c'est vraiment, on a un contexte très acheteur. Le contexte commence à être disjoint. Donc ça, de toute façon, ça ne peut être qu'un contexte de tendance. D'accord, on va pas chercher plus loin, même si, évidemment, les mouvements à l'intérieur de ce schéma semblent clairement relativement mous et fortement retracés, ça n'en reste pas moins de toute façon que le comportement de notre canal de contexte ici ne peut coller qu'au schéma de tendance. On voit bien que de plus en plus le marché continue également de payer les zones du canal de tendance, un rebond encore une fois hier sur ces zones-là. Donc tous ces éléments techniques-là prouvent que le marché est haussier, que vous le vouliez ou non. Même si ça traîne un peu la patte sur le S&P 500, le fond cosmologique reste acheteur. Donc en intraday, c'est pas la peine d'essayer de se carrer et de se compliquer la tâche. Pour l'instant, ça veut monter, ça veut monter, ça veut monter, ça veut monter. Et il n'y a absolument pour l'instant aucune raison qui contre-indique la poursuite de ces hausses. Donc normalement, théoriquement aujourd'hui, dans un schéma haussier, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les résistances qui sont un petit peu plus hautes jour après jour. Donc voilà, on peut théoriquement aujourd'hui aller chercher des débordements au-dessus de 3285. En tout cas, c'est théoriquement les zones qui sont attractives aujourd'hui, c'est là qu'on retrouve le canal de tendance, le débordement du contexte. Les bornes de volatilité autorisent évidemment ce genre de mouvement dorénavant puisque plus de volatilité. Le problème, il est là, c'est le VIX. Voilà, plus de volatilité alors qu'on est sur des supports historiques de volatilité. Pour moi, c'est le support du coronavirus, hein, là aussi, tout comme on le disait précédemment, c'est vraiment la zone sous laquelle on referme la volatilité, crise. Donc ici, il n'y a plus de crise en dessous, c'est vraiment fini, on en aura terminé avec cette histoire de coronavirus. Alors, est-ce que ça paraît légitime? Moi, je dis clairement que non. Est-ce qu'il y a des signaux acheteurs? Clairement oui, et ce ne sont pas des petits signaux acheteurs détectés par l'algo et avec du exit. Bon voilà, pour moi, c'est clairement pas, c'est pas très logique ce que je vois, mais encore une fois, il faut trader sur tout ce qui se produit. C'est-à-dire que d'un point de vue statistique, pour moi, on devrait se péter la tronche et on devrait voir le VIX venir chercher ces contextes de résistance. Eh bien, ce qu'on constate, c'est l'opposé. Pour l'instant, on est plutôt en train d'essayer de casser les supports du VIX et les résistances du S&P 500. Personnellement, tant qu'on sera dans cette dynamique, je ne chercherai pas à renforcer les positions vendeuses. J'en ai toujours une qui date de vendredi dernier, et pour l'instant, je me pose donc la question de savoir si oui ou non, il va falloir que je sorte cette position. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Je suis bien embêté d'ailleurs parce que j'ai du mal à cadrer ce marché, j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait là. Maintenant, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on essaye de gratter dans le gap du coronavirus. Je pense qu'on ne peut pas le fermer, ce gap. Personnellement, je ne vois pas de raison logique de fermer ce gap, mais c'est la réalité dans laquelle on est. Donc en intraday, aujourd'hui, les bornes se retrouvent un petit peu plus haut, dans un flux plutôt haussier sur le daily, et évidemment, si on veut traiter des bornes intraday, là, c'est beaucoup plus facile à gérer. Évidemment, soit vous le gérez en mode volatilité, ce qui me semble être pour l'instant clairement le schéma à privilégier, parce qu'évidemment comme tout est affaire de VIX en ce moment, voilà, ici vous avez plutôt affaire à des schémas très range, donc je vous invite plutôt à vous mettre en mode volatilité en intraday, étant donné qu'il y a peu de volatilité, on va essayer de faire avec le peu de volatilité qu'on a le droit d'avoir aujourd'hui sur les marchés, et Dieu sait qu'il n'y a pas grand chose. Donc c'est plutôt d'essayer de traiter au niveau de ces bornes sur le S&P 500, simplement ici c'est changement du contexte pour des bandes de Bollinger, donc rien de bien compliqué et de bien méchant là-dedans. Et vous voyez que c'est plutôt ce que fait le marché. On va vraiment taper les bornes de volatilité les unes après les autres, très limitées donc, puisque cette volatilité qui s'est comprimée assez fortement, on va voir si elle réouvre et surtout si ces mâchoires se réouvrent dans le sens baissier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on ne précipite pas. Les mouvements semblent favorables à des poursuites vers 32,80, 85, ce qu'on a vu sur les schémas horaires. N'essayez pas d'être trop agressif à la vente. Pour l'instant, de toute façon, les ventes sont réservées aux traders expérimentés qui cherchent des reverse et qui ont la capacité de le faire bien entendu, mais certainement pas les débutants. Donc pour tous ceux qui sont à l'achat, vous savez que c'est une fin de tendance, donc il va falloir vous dépêcher de commencer à retrouver des schémas de prise de bénéfices. Donc là, ce que vous recherchez si vous êtes plutôt débutant aujourd'hui, ça va être ces mouvements-là. Essayez de rechercher des signaux de prise de profit. Et pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, essayez de rechercher éventuellement des signaux de reverse. Voilà, allez, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On va pas aller beaucoup plus loin, il n'y a pas besoin. Donc on se tient à peu près à ce quart d'heure d'émission que j'essaierai de garder en termes de rythme. Donc on verra si on peut se retrouver demain, si on a des choses à dire. Pour la partie intraday, donc toujours pour l'instant des suivis de tendance sur les UT de court terme, même si on est vraiment très mature, et faites attention, on l'a noté, les tendances horaires ont des canaux de contexte qui se disjoignent au niveau du support. C'est plus vraiment le moment de jouer ces suivis de tendance. C'est surtout ça que ça veut vous dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a que des excès haussiers qui peuvent réellement catalyser encore de la hausse. Donc voilà, on est plutôt sur des schémas où on va trouver des contextes d'excès finaux sur les time frames inférieurs. Donc pour les gens qui sont capables de traiter ces contextes, évidemment, c'est uniquement les expérimenter, eh bien, vous pouvez vous mettre au travail, toujours avec beaucoup de rigueur, et soyez conscient que vous avez affaire à un marché dont la structure est historique de par la pondération dans les indices. Donc toujours beaucoup de prudence, les tailles de position doivent rester maîtrisées, surtout pas s'exposer tant que les validations ne sont pas là. Et c'est tout le problème de Wall Street depuis plusieurs semaines et depuis même plusieurs mois maintenant. Les signaux arrivent, les marchés réagissent très épidermiquement. Ça peut même aller très vite, c'est-à-dire que si vous ratez le coche, vous êtes là, il faut courir après les ventes. Et par contre, évidemment, d'un coup, poum, le V-bottom vous sort dans la gueule. Dès qu'on arrive sur les premiers supports, les acheteurs achètent tout ce qui traîne. Donc très compliqué de naviguer dans ces marchés, soyez-en conscients. Restez à l'achat quoi qu'il arrive, pas de vente à découvert si vous n'avez pas d'achat en portefeuille en face. Je ne cesserai jamais de le répéter assez. C'est l'élément technique de cette année, en tout cas c'est l'erreur à ne pas commettre. Ceux qui sont dans des billets permabères à se dire le coronavirus aurait dû nous effondrer l'économie et puis au final ça remonte donc il faut vendre encore plus fort. Mon Dieu, pitié, ne faites pas ce genre de truc. Moi c'est clairement plus mon cas, certains m'avaient classifié permabère depuis plusieurs années, ils continuent de le faire d'ailleurs parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que je fais. Mais voilà, moi aujourd'hui j'ai une exposition nette acheteuse, j'ai quand même beaucoup de cash puisque j'ai pas du tout envie d'être investi très fortement actuellement, mais voilà, on aura le loisir de reparler de tout ça peut-être dans une autre émission. Pour la partie swing, on la traitera ce week-end. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Soyez sages, soyez pas trop violents et très risqué sur le suivi de tendance si vous voulez le jouer aujourd'hui. Sur les reverse, uniquement si vous êtes expérimenté.